Et pour la poursuite du débat, je reconnais monsieur le député de Saint-Tron. De Blainville, ben oui, excusez. Pas de problème. Blainville. Monsieur le député de Blainville, à vous la parole pour votre intervention sur le projet de loi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça fait plaisir de prendre la parole sur le projet de loi 28. Je ne reviendrai pas sur l'épaisseur, l'incongruité. Je pense que plusieurs collègues ont fait part de ce projet de loi qualifié de mammouth et d'autres 108 pages et avec beaucoup d'interventions dans plusieurs domaines. Je porterai votre attention sur certains parce qu'évidemment, mon implication et mon dossier à la Coalition Avenir Québec, ce sont les affaires municipales. Il y a certaines mesures dans ce projet de loi-là qui valent la peine qu'on souligne. Vous avez compris, Monsieur le Président, que parfois, la Coalition Avenir Québec a été toujours une opposition constructive. Quand on trouve que le gouvernement fait bien, on le dit. Puis c'était la même chose dans l'ancienne législature. Je pense que c'est en train de se faire la marque de commerce de la Coalition Avenir Québec, un parti rigoureux qui fait de bonnes analyses, qui n'a pas peur, on l'a vu tantôt, de se lever seul en cette Chambre contre les intégristes. On est le seul parti qui se lève contre les intégristes dans cette Chambre. Et on n'a pas peur de nos opinions politiques. Mais, Monsieur le Président, quand on lit, et ça vaut la peine parce que j'ai eu à vivre avant les fêtes, à titre de porte-parole des affaires municipales, le projet de loi 3, et évidemment, tout le capharnaüm que ça a eu, vous savez, il y a eu certaines décisions du ministre des Affaires municipales, prise de position du ministre des Affaires municipales contre les villes avant les fêtes par rapport au fait qu'ils auraient aimé qu'elles puissent dans leur surplus, à ce qu'ils disaient, parce que vous savez, les villes du Québec ont 19 milliards d'emprunts. Donc, le ministre aurait pu dire, si vous avez des surplus, prenez-les pour baisser vos dettes. Ils ont 19 milliards de dettes. Ils ont 34 milliards de sommes à investir dans leurs infrastructures, de manque à gagner en infrastructures. C'est pas ça que le ministre leur a dit. Il leur a dit, écoutez, je vous fais un transfert de 300 millions, mais si vous avez des surplus, plutôt que ça vous serve de coussin pour des programmes d'infrastructure. Il a dit, écoutez, baissez vos taxes, puis là, il y en a qui ne l'ont pas fait, et là, il n'a pas aimé ça. Donc, vous avez vu toute la saga que ça l'a fait avant les fêtes, parce qu'il voulait qu'il retourne aux contribuables les taxes, et il s'est même engagé. On a vu des positions qui n'ont pas encore été clarifiées en cette Chambre, mais il y a eu des positions du ministre comme quoi il s'engageait dans certaines villes à retourner les sommes d'argent contribuables. Mais moi, j'ai eu la chance, en tout cas la chance, de participer à la commission parlementaire sur le projet de loi 28, si on appelle ça une chance. J'ai pris en considération, je vais vous lire l'article 21 parce que c'est toute beauté par rapport à la loi sur la régie de l'énergie. À l'article 21, ce que dit le gouvernement, c'est que les revenus présentés dans les rapports que fournit Hydro-Québec en tant que transporteur d'électricité et distributeur d'électricité, conformément à l'article 75 de cette loi, pour une année tarifaire débutant pendant la période visée à l'article 20, lui appartiennent, même s'ils excèdent les revenus requis établis par la Régie. Cet excédent, s'il en est, ne peut plus être pris en considération pour fixer ou modifier les tarifs pour toute année tarifaire subséquente. Donc, ça veut dire que si Hydro-Québec a fait des surplus, bien maintenant, la Régie de l'énergie n'aura plus le droit de tenir compte de ces surplus pour baisser la facture d'électricité. Et c'est le même gouvernement qui, par son ministre des Affaires municipales, dit aux villes, vous prenez votre argent, vous la remettez aux contribuables, mais lui, par exemple, le contribuable, il prend son argent et il la met dans les poches du gouvernement. Moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup de difficultés avec le Parti libéral. Là. Je pense qu'il y a deux belles analyses qui ont été faites. D'ailleurs, la semaine dernière, le ministre des Transports l'a bien dit. L'improvisation, je pense qu'il n'y a jamais aussi bien fait. Et j'ai bien aimé avant les fêtes, Monsieur le Président, parce que le premier ministre, dans des entrevues dans des journaux humoristiques pour l'année, a dit, je pense que c'était à Infoman, il y avait une déclaration qui est succulente à l'effet qu'en politique, souvent, il vaut mieux être chanceux qu'être bon. Bien, finalement, ils ont été chanceux, ils ne sont pas bons. C'est ça la réalité, M. le Président. Et ça, évidemment, ça m'épate parce que, encore une fois, en tant que parti politique, la Coalition Avenir Québec a toujours dit qu'il y a une chose qui nous intéressait, c'était les contribuables. D'ailleurs, c'est pourquoi on voulait une charte des contribuables. On ne voulait qu'aucun tarif n'excède l'inflation.
Je pense que en tant que parti politique qui a été clair dans sa campagne électorale, je pense que la coalition, c'était reconnu par tous les analystes. On était le parti le plus transparent. On a dit aux Québécois ce qu'ils ne voulaient pas entendre dans certains domaines. Certains nous en ont voulu, n'ont pas voté pour nous. Mais aussi, on leur a dit qu'il y avait une chose qu'on voulait, c'est protéger les contribuables, protéger les familles contre toute augmentation de tarifs. Et évidemment, la façon dont la coalition Avenir Québec avait comme objectif, puis la façon de procéder, c'était simple. On s'attaquait au réseau de l'éducation, c'est-à-dire on abolissait les commissions scolaires. C'était de cette façon-là qu'on était capable de récupérer une partie des argents. On abolissait les commissions scolaires. On faisait la réforme du réseau de la santé, Monsieur le Président. Donc, c'était un choix politique de réformer le réseau de la santé, mais pas comme est en train de le faire le ministre Barrette. Et d'ailleurs, il a changé de parti politique. Moi, je ne suis pas déçu de ça du tout. Il est rendu avec les libéraux, j'ai aucun problème avec le ministre de la Santé. Le problème, c'est que je le trouvais beaucoup plus intelligent quand il était à la Coalition Avenir Québec. Mais ça, c'est une réalité aussi. Je ne sais pas ce qui se passe quand on traverse l'autre côté, mais ça, encore là, Monsieur le Président, c'est une réalité des faits parce que ce que voulait faire la Coalition Avenir Québec, en passant, pour les gens qui nous écoutent, avec le réseau de la santé, c'était rapprocher les décisions le plus près possible du patient. C'était ça. On abolissait les agences régionales de santé pour redonner plus de pouvoir, évidemment, au C3S. Et c'est ce qu'on faisait. On rapprochait les décisions des patients, alors que la décision du ministre de la Santé, maintenant qu'il est libéral, c'est qu'on centralise. Il est rendu, et mon collègue, évidemment, le député de Lévis l'a bien dit, il est rendu le pharaon en haut de la pyramide. Eh bien, c'est ça. C'est un choix qu'il a décidé de faire. En tout cas, il y a beaucoup d'analystes qui pensent qu'il ne réussira pas, que le pharaon, à part essayer d'obtenir les faveurs de tout le monde, là, la seule chose il ne réussira pas dans son objectif. Mais cette façon de faire, on le voit dans le projet de loi 28 parce que le Parti libéral a décidé, probablement par choix stratégique, de s'attaquer à tout dans un premier mandat. Puis je vous dirais que c'est probablement le fait que les élections durent. Les prochaines élections sont dans 4 ans et demi. Ils ont sûrement pensé qu'il y avait un petit peu plus de temps. Ils auront les 3 dernières années pour essayer de remettre ce qu'ils auront enlevé dans les poches des contribuables. Le problème, c'est que ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'enlever le poumon économique des citoyens. 60 de l'activité économique provient des dépenses des ménages. Donc, quand on enlève de l'argent dans les poches des familles, quand on enlève de l'argent dans les poches des contribuables, puis qu'on augmente les tarifs et la tarification est au-delà de l'inflation, c'est-à-dire qu'on leur enlève de la capacité de dépenser, donc on nuit à l'économie. Et ce n'est pas pour rien que le Québec a de la difficulté à suivre et que l'Ontario est en train de se sortir de la dernière récession alors que nous, on est encore dedans. C'est une réalité. Puis ça, on le voit, cette improvisation-là que je vous disais tantôt, dans la nouvelle gouvernance. Vous savez, il y avait un grand questionnement par rapport au CRE. Ça, je pense que le vérificateur... Puis ça, c'était un questionnement, puis je sais qu'il y a sûrement des anciens présidents, des présidentes de CRE qui sont maires de municipalités, qui ont eu la chance de discuter avec moi, puis qui trouvent que ce n'était pas une bonne décision d'abolir les CRE. Vous savez que la Coalition Avenir Québec a toujours été on discutait le rôle des CRE, mais dans le volet du vérificateur général, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que 38,4 % en moyenne des fonds qui étaient dédiés, qui étaient donnés au CRE, les subventions versées au CRE servaient à l'administration. Donc là, quand tu es rendu près de 40 % en administration, c'était ce que disait le vérificateur général. Et il y avait un autre 23 % qui était pour des études et du service, des commandites, des études, puis certains services qui n'étaient pas directement reliés à la création d'emplois. Donc, c'était une organisation qui, avec le temps, parce que moi, j'ai été président d'un conseil régional de développement qui est l'ancêtre des CRE, parce qu'il peut-être faut faire un petit peu d'histoire, Monsieur le Président, je sais que vous en avez un petit peu derrière vous, mais quand les gouvernements ont créé les conseils régionaux de développement au début, c'était des rôles aviseurs. Donc, souvenez-vous que c'était le ministère des Régions qui dirigeait le développement économique dans chacune des régions. On aurait pu y revenir, ce n'est pas ce que le gouvernement a choisi, mais à l'époque, il manquait d'argent.
Souvenez-vous, les années 80, début des années 80, fin des années 80, il manquait d'argent, donc les gouvernements ont décidé, parce que le milieu trouvait que les ministères des régions avaient des priorités qui n'étaient pas celles. Donc, on a décidé de créer les CRD à l'époque, les corporations régionales de développement, et c'est pour donner des avis au gouvernement. C'était ça, ça a commencé comme ça, et au fil du temps, on a dédié des enveloppes parce que se réunir, les élus régionaux se réunir, puis pas d'argent, à un moment donné, il y avait moins d'assistance aux réunions. Il faut se dire les vraies affaires. Donc, et les gouvernements ont décidé de prendre des enveloppes, probablement parce que l'économie s'est replacée, il y avait plus d'argent, on a donné des enveloppes aux organismes régionaux. Après ça, bien, il y avait un grand débat, qui est-ce qui contrôle les CRD, puis qui est-ce qui contrôle les conseils régionaux. Vous savez, il y avait de l'argent, mais jamais assez pour tout le monde. Donc, inévitablement, il y avait une bataille entre le milieu municipal puis que le Parti libéral a donné, c'est-à-dire les CRE sont devenus des organismes qui étaient contrôlés par le milieu municipal. Et puis, ça a créé ces structures qui sont devenues des boîtes administratives. Puis je pense que la décision de les abolir, ce n'est pas une mauvaise décision, c'est une bonne décision. Par contre, comment on fait pour les remplacer? Ça, vous avez vu ce matin, la région de Québec ou le maire de Québec vont créer une structure souple, il n'y aura pas de fonctionnaires. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que le préfet de la MRC de Portneuf, lui, ça l'intéresse moins. Fait que là, le maire de Québec, il dit, ben lui, s'il ne veut pas venir, moi, ça ne m'intéresse pas de jaser avec. Bon, OK? Fait que c'est ça que ça fait quand il n'y a pas de structure. C'est que quand on dit, on abolit, puis après ça, on va créer un comité de transition, mais les régions décideront. Donc, inévitablement, à Québec, puis je donne ça comme exemple, parce que c'est un chic type, le maire de Québec, il n'y a aucun problème, puis la décision était louable de dire l'organisation, mais après ça, il faut qu'il y ait une structure de concertation régionale. Là, c'est une structure de concertation régionale à la régie, c'est-à-dire que, bon, OK, on se réunit, puis ceux qui veulent travailler avec moi, ils viennent travailler, ceux qui ne veulent pas travailler avec moi, mais ils ne travaillent pas. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, je pense que, M. le Président, elle est là, l'improvisation. Parce qu'on peut bien, demain matin, les abolir, les créer, mais il faut trouver une façon à ce que le milieu régional puisse se concerter. Ça ne prend pas une structure. L'autre, c'est souple, c'est excellent. Il n'y a pas de personnel, mais inévitablement, si cette organisation régionale-là devient un organisme qui distribue des enveloppes, bien, est-ce que les fonctionnaires qui vont préparer ça à Québec, ça va être les fonctionnaires de la Ville de Québec parce que c'est la seule qui est capable de se payer des fonctionnaires, les autres ne voudront pas contribuer. C'est là où le gouvernement a décidé qu'il leur laissait ça. Mais il faut comprendre qu'il y a un risque à ne pas prévoir, d'essayer de voir si on en a une organisation, puis si on en a une, de s'assurer que tous les acteurs régionaux vont y participer, parce que je ne voudrais pas que Portneuf subisse les contre-coups, puis n'ait pas de financement des enveloppes régionales, parce qu'à quelque part, on ne s'entend pas avec la structure qui est là présentement. C'est la même chose pour les CLD, M. le Président. C'est que, inévitablement, les CLD, c'est parfait, on abolit les CLD, on dit les MRC décideront. Ça fait quoi? Ça fait que moi, à Thérèse de Blainville, puis vous allez me laisser une chance de prendre une petite gorgée d'eau. À Thérèse de Blainville, qui est une MRC en santé, le choix a été de maintenir l'organisme en fonction. Mais il y a eu des coupures de 55 du gouvernement dans l'enveloppe. Donc, les maires ont décidé de renouveler le même montant qu'ils versaient l'an passé. Il n'était pas question pour eux d'augmenter les taxes des citoyens pour ça. Le gouvernement a coupé d'un transfert, donc le CLD va opérer, mais il va avoir seulement 45 de son budget. Donc, inévitablement, dans quelques mois, il y aura moins de personnes sur le terrain dans Thérèse de Blainville. Puis je vous donne cet exemple-là parce que quand même, Thérèse de Blainville, aux confins de la 13, de la 640, vous avez la 19 qui va s'en venir un jour. C'est quand même un endroit qui est en développement, M. le Président. C'est un des poumons économiques du Québec. Et dans cet endroit-là, le gouvernement laisse le milieu faire, puis le milieu dit, bon, OK, c'est parfait, il y aura moins de personnes qui vont travailler au développement économique. Je ne pense pas que pour le Québec, c'est une bonne décision d'affaires. C'est-à-dire que là, qu'on fasse tout simplement, qu'on laisse le milieu. Et là, je vous dis ça parce que ça ne sera pas pareil partout. Là, Thérèse de Blainville a décidé de maintenir un organisme indépendant. Dans d'autres endroits, ce sera la MRC qui essaiera de récupérer les employés, tout ça. Mais là, le grand débat, là, quand je suis allé à la commission parlementaire,
c'était la FQM qui a passé avant l'UMQ, qui est venue dire, bon, ben là, vous savez, il faut revoir le vote à la double majorité dans les MRC. Parce que, étant donné qu'il nous manque 55 ils ne l'ont pas dit, il faut que je sois honnête avec le président de la FQM, il n'a pas dit qu'il manquait d'argent, mais ça voulait dire qu'il ne voulait plus que la Ville, qui paye pour 55 ait le droit de se retirer. Donc, inévitablement, en enlevant la double majorité en population et en évaluation foncière, bien là, c'est-à-dire en nombre de maires et en population. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il voulait forcer les villes les plus grosses à payer pour le service. Puis, inévitablement, bien, si tu as une ville qui est plus importante, puis que c'est juste au vote, un maire, un vote, c'était ça qu'il demandait, bien, c'est sûr que tu vas avoir un service dans certaines régions qui va être payé par les grandes villes. Puis, la seule chose que le maire a oublié de dire, c'est que tu as un droit de retrait. C'est-à-dire qu'étant donné que la loi, la façon dont elle a été faite, bien, c'est une nouvelle compétence que tu confies à la MRC, donc tu peux te retirer. Donc, dans la FQM, les questions étaient pertinentes de mon collègue, évidemment, de Beauce-Nord, mon collègue de Beauce-Nord, qui a dit, bien, écoutez, M. le maire, bon, c'est correct, vous demandez qu'il y ait une abolition du vote aux 2/3, mais là, à ce moment-là, la Ville peut se retirer. Donc, elle va faire son propre commissariat industriel. C'est ça qu'elle va faire. Puis si j'étais elle, puis je payais 55 de la facture, ou 40 ou 42 je dirais, écoute, je vais me retirer, je vais faire mon propre commissariat industriel, puis les autres s'arrangeront. Donc, c'est le genre d'improvisation qui est dans le projet de loi, qui est nocif pour le développement économique du Québec, M. le Président, parce que s'il y a une chose que la Coalition Avenir Québec voulait conserver, c'était les CLD. Et même, on voulait leur donner plus de moyens. Parce qu'on se disait, si on veut créer des emplois, bien, il faut utiliser les structures de développement économique qui sont capables d'aider les entrepreneurs, puis les gens, les hommes, les femmes d'affaires. Bon, quels sont ces organismes-là? C'était les CLD. Parfois, il peut y avoir une contestation, des discussions, mais pourquoi avoir jeté le bébé avec l'eau du bain? Là, les libéraux vous diront, ben non, on n'a pas fait ça, ils sont encore là. Le fait que les MRC prennent ça en main, et que ça devienne un pouvoir d'une MRC comme l'aménagement du territoire, comme l'évaluation foncière, bien, ça va faire que le développement économique va être traité de cette même façon-là. Puis souvent, les maires vont mettre le moins d'argent possible. Tu sais, je demande aux maires, là, tu sais, je comprends qu'il y a des citoyens qui critiquent l'évaluation foncière. Moi, pour avoir été maire, préfet d'MRC et tout ça, s'il y a une dépense que tu ne veux pas faire, c'est payer l'évaluateur. Je veux dire, je comprends, tu es obligé parce que tu n'as pas le choix. Même le ministère des Affaires municipales force les villes à faire les évaluations foncières. Mais tu ne veux jamais payer ce service-là. Ça coûte de l'argent. Puis, tu sais, à quelque part, c'est une grosse dépense. Puis, tu renouvelles les contrats. C'est la même chose avec l'aménagement du territoire. Pensez pas que les MRC jouissent à faire un schéma d'aménagement. M. le Président, oubliez ça. C'est à peu près la pire des affaires qu'ils veulent faire, mais ils sont obligés par le gouvernement, tous les 5 ans, de faire un schéma d'aménagement. Donc, ils investissent là-dedans. Et là, le développement économique va devenir la même chose que, oui, c'est des services importants, l'aménagement du territoire, l'évaluation foncière, mais ce n'est pas le fer de lance des maires. Le maire, lui, il est élu par sa population. Ce qui est important pour lui, c'est ce qui se passe chez eux. Donc, à quelque part, ce qui se passe à MRC, si ça ne lui rapporte pas à lui, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc, et c'est cette improvisation-là qui fait que c'est parfait, on donne plus de pouvoir, puis c'est tellement improvisé que, comme je vous disais, je reviens à la Fédération québécoise des municipalités qui demande l'abolition de la double majorité à la table de la MRC. Le témoin suivant, c'est l'UMQ. On leur demande, est-ce que vous êtes d'accord avec la FQM? Jamais, pas cette année, pas l'année prochaine, ni dans l'autre année, ni jamais. T'sais, donc, à quelque part, on est mal parti par rapport aux dépenses de la MRC en développement économique. C'est pas bon pour le Québec. Et encore une fois, j'en veux pas aux maires, là. Les élus municipaux sont élus par des citoyens pour que ça rapporte dans leur ville. Donc, inévitablement, je ne pourrais pas en vouloir une ville qui déciderait de se retirer de la MRC, de cette dévolution-là de pouvoir à la MRC et de dire, en tant que ville, je vais me payer un commissariat industriel. Mais ce qu'on fait, on utilisait le mot mammouth dans le projet de loi. Bien là, moi, je vous dirais que c'est dinosaure parce qu'on revient à ce que c'était avant. C'était ça avant. Il y avait des villes qui avaient des commissariats industriels, puis les autres n'en avaient pas. Puis qu'est-ce que ça faisait? C'est que le développement se passait toujours à la même place. Puis là, après ça, à un moment donné, les gouvernements s'en sont mêlés, puis on dit on va créer des organismes pour qu'il y ait un petit peu de partage régional. On revient comme ça se passait il y a 25-30 ans, M. le Président, comme on s'en est souvenu, moi puis vous, dans le temps où c'était ça. Et c'est de valeur parce que, encore une fois, je ne vous dis pas que l'initiative n'était pas intéressante. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas lieu d'abolir les conseils régionaux de développement. Il fallait trouver une structure régionale qui est capable d'asseoir tous les intervenants du milieu. On ne peut pas laisser
les maires faire ça. Ça fait, puis je vous dis, j'en veux pas au maire Labaume, mais ça fait que tu as le maire de Québec qui dit, s'il ne veut pas travailler avec nous autres, bien, qu'il reste chez eux, puis nous autres, on va travailler avec ceux qui veulent travailler. Fait qu'à la fin, quand il y aura éplumé tous les voisins, il restera lui, c'est ça qui va arriver. Mais je veux dire, je rigole, mais c'est pas drôle, M. le Président, parce que dans le fond, on parle du développement économique du Québec, on parle d'une part importante de ce qu'on est, parce que le Québec, c'est une société d'entrepreneurs. C'est ça la force de la province de Québec. C'est d'avoir des entreprises, des PME. On s'est bâti sur les PME. On ne s'est pas bâti sur les grands constructeurs automobiles, Monsieur le Président. On en a eu une aventure, puis c'est pas ça. On s'est bâti sur les petites et moyennes entreprises. Et là-dessus, le développement régional, les CLD, les CRD ont aidé. Si on voulait les remplacer, il ne fallait surtout pas qu'il y ait d'improvisation, s'assurer que les argents sont là, puis s'assurer que les décisions se prennent par le milieu, pour le milieu, dans le meilleur intérêt du Québec. C'est ce que souhaite la Coalition Avenir Québec, M. le Président. Bravo. On vous remercie, M. le député Dainville, de votre intervention sur le principe du projet de loi numéro 28.